Bonjour tout le monde, je suis pas vraiment avec vous, mais je suis avec vous, donc bienvenue pour cette présentation de l'AQ 2019 à Orléans, si ma mémoire est bonne, si j'ai tout suivi. Quand Laurent m'a proposé de faire cette conférence, ben, j'ai dit oui tout de suite, bien sûr, évidemment, je me devais d'être avec vous. Donc je vais vous parler des liens qu'il y a entre Claroline et l'innovation. Et ce lieu de Orléans, ben, je vais revenir dessus parce que ça va me servir aussi un peu de fil conducteur de ce qu'on a fait avec Claroline et les MFR, et avec Marie Bluteau et l'équipe d'Orléans. Pour la mise en place, ça sera un bon fil conducteur pour la mise en place dans une institution, les MFR, de Claroline. Donc là, l'idée de ce petit moment qu'on va passer ensemble, c'est de parler de liens qu'il peut y avoir entre l'innovation, la pédagogie, les outils qu'on utilise, en l'occurrence Claroline, puisque c'est la journée des utilisateurs de la plateforme Claroline. En sachant que, là vous avez la vidéo, en même temps sur Twitter, je vais vous envoyer quelques informations sur Twitter avec le hashtag AQ2019. Donc si vous voulez suivre les informations complémentaires, elles vont paraître sur Twitter en même temps que les slides, c'est magique. Et à la fin, je ferai un petit Skype pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur Twitter ou les noter si vous n'avez pas Twitter et les poser. Et Laurent fera passer les questions. Voilà. L'idée aussi, donc, comme je vous disais tout à l'heure, au début, en introduction, c'est les MFR vont nous servir un peu de fil conducteur puisqu'ils nous accueillent pour cette AQ 2019 et puisqu'ils utilisent Claroline et puisqu'on a fait pas mal de choses, on a un peu réfléchi entre institution, innovation, Claroline, numérique, pédagogie. Donc c'est sympa aussi de pouvoir un peu prendre un peu de recul par rapport à cette mise en place, par rapport à cette historique, et vous donner des billes à vous qui utilisez la plateforme, à vous qui utiliserez l'innovation, la pédagogie dans vos institutions par la suite. Alors pour commencer, moi j'aime bien poser les choses, j'aime bien poser les contextes. Pour vous, quelle est votre définition d'innovation? Allez-y, donnez-moi 2-3 définitions à votre voisin. Moi, l'innovation pour moi c'est... et ben je fais la même chose avec les étudiants. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Alors j'ai plein de réponses, hein. Je fais un cours plusieurs cours sur l'innovation, en licence, en master, et j'ai pris toutes les réponses de mes étudiants, j'en fais un nuage de tags, et souvent dans les conceptions, ce qui revient, on a du mal à le définir. Le mot innovation, c'est une chose. C'est pas bien ce que c'est, si c'est un instantané, si c'est un process, si c'est un moment donné, c'est une chose. Souvent c'est lié à la création, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas avant. On verra que c'est pas forcément vrai. C'est lié aussi à quelque chose donc, de nouveau, ou alors quelque chose qui existe et qu'on va améliorer. Donc là on est un peu plus dans l'idée. Alors, si on regarde un peu plus aussi dans le détail, l'innovation n'est plus forcément positif. Avant, on avait une perception positive de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, il peut y avoir des effets pervers. On innove et puis finalement, au final, on se rend compte que c'est pas top. La voiture, par exemple, pendant longtemps, c'était très bien. Puis maintenant, on se rend compte qu'il y a des effets nocifs sur la pollution, les ressources de la planète, etc. etc. Donc, les étudiants aussi ont des disent, ben, l'innovation, finalement, il y a des choses bien, mais il y a des choses qui peuvent être au final moins bien. Et bien en pédagogie, figurez-vous, c'est un peu la même chose. On regardera un peu dans le détail. Il y a des process dans l'innovation qui sont intéressants, et puis il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes, qui sont des effets de mode, des effets un peu pervers de l'innovation. Donc on va regarder aussi les avantages et les inconvénients de tout ce qui est innovation numérique et pédagogie. Alors, pour répondre à mes étudiants, qui se posent la question, à qui j'ai posé la question, c'est quoi l'innovation? Et qui me répondent, ce truc-là. Voilà, il se passe des choses, c'est quelque chose à améliorer. En fait, l'innovation, c'est un processus qui part généralement d'une idée, d'une contrainte, d'une envie, d'un besoin. Donc, il y a quelque chose qui émerge. À partir de cette idée, on va faire une invention. Donc, là, on est au l'idée du concept. L'invention, on a commencé à être quelque chose de concret. Et vous voyez que invention n'est pas innovation. Ensuite, dans le processus, il y a des usages. Et ça, c'est hyper important. Une idée, une invention et des usages. Et c'est là où ça nous intéresse.
c'est là le sujet de la Q aussi à Orléans, c'est on utilise des outils pour faire des choses. Donc il y a eu une invention, quelque chose qui a été créé, et derrière c'est les usages. Et à la fin, il y a un déclin. Fin de cycle de l'innovation, c'est on n'utilise plus ou on s'est remplacé par autre chose. Et l'innovation, c'est ça. C'est une idée qui rencontre des usages. C'est une invention, donc une idée qui s'est réalisée, qui rencontre des usages. L'idée, c'est conceptuel. L'invention, c'est concret, c'est réel. Les usages, c'est les utilisateurs. Le déclin, après, ça tombe dans l'oubli. Ou pas. Donc, si on regarde la courbe, ça nous intéresse aussi en tant qu'enseignant. Quand vous allez innover par rapport à un nouveau cours, par rapport à une nouvelle formation, par rapport à un nouveau dispositif, par rapport à un nouveau processus, il y a, même si on n'utilise pas le numérique, il y a un moment, il faut passer un peu de temps, il y a un moment, il faut perdre un peu de temps avant d'être rentable, de capter son cours, de l'améliorer, de rédiger, de le sentir, etc., etc. Donc on investit dans son cours, si je fais le lien avec la pédagogie. Donc ça prend un peu de temps. Et puis après, on a une phase de croissance, on développe les choses, on maîtrise mieux, c'est mieux utilisé. Si je prends la plateforme, j'ai mes contenus, j'ai mes modules, j'ai mes espaces d'activité dans Clearline. Tac, 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 je peux aller prendre ça ici, j'ai ma base de questions, je vais prendre ça. Je commence à rentabiliser. Puis à un moment donné, alors ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 ans. Ça dépend le temps que vous avez passé. La ligne de temps est là. Mais à un moment, vous allez devenir hyper rentable parce que vous connaissez bien la plateforme, vous connaissez bien les outils, vous avez tout votre contenu, vous êtes expert de votre contenu et vous maîtrisez mieux de plus en plus la plateforme et ça devient rentable. Et puis à un moment, dans 20, 30, 40 ans, les technologies ont évolué, vos contenus ont évolué, des choses comme ça, votre cours, il faudra repartir, réinvestir, rechanger, réaméliorer votre processus, votre façon de voir votre cours. Donc l'idée aussi, c'est dans un processus, quand on rentre dans un processus d'innovation, quand vous rentrez dans un cycle d'innovation, il y a un moment où il faut investir du temps. On ne va pas se mentir, par rapport à la plateforme, c'est trouver les options, repérer l'ergonomie, voir le fonctionnement un peu général, voir les contenus des collègues ou si vous travaillez avec d'autres, etc., etc. Donc ça demande un peu de temps. Mais une fois, tac, 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 vous avez balisé un peu votre terrain, vous savez où vous allez, ça sera normalement un peu plus rentable de travailler comme ça. J'espère, le but du jeu de tout ça, c'est quand même ça. Pareil pour les étudiants. Ça facilite les communications, etc., etc. Donc, eux, ils rentrent, pour eux, c'est de l'innovation aussi. Souvent, les étudiants n'ont pas utilisé des dispositifs en ligne, ont eu du cours en présentiel, de la maternelle à l'école primaire, au collège, au lycée, même à l'université. C'est souvent en présentiel, et là, de proposer des fonctions hybrides ou des formations entièrement en ligne, c'est aussi, pour eux, c'est une innovation. Dans les usages, c'est nouveau pour eux. Hop, 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 si je continue, voilà. Alors, on a des cycles. Quand on dit usage, on a des acteurs de l'innovation. Donc, on a cette gaussienne, plus ou moins large, qu'on retrouve dans la distribution des acteurs. Alors ça quelles que soient les populations qu'on étudie, par rapport à l'innovation, prenez par rapport au smartphone, regardez un petit peu autour de vous comment se sont répandus les smartphones dans votre sphère familiale, dans votre sphère de travail, comment s'est répandue la micro-informatique ou les ordinateurs portables dans votre sphère familiale, dans votre travail. Vous avez les gens, les hipsters, ceux qui veulent le truc, les premiers, ceux qui font la queue pour acheter leur iPhone devant l'Apple Store. Il y en a qui passent des nuits entières, il paraît, pour acheter un truc comme ça. Ce sont les innovateurs, ce sont les gens qui veulent, qui sont curieux, qui veulent bouger, qui veulent faire des choses. Donc ça, vous en regardez autour de vous. Aujourd'hui, à la Q, normalement, autour de vous, il doit y en avoir quelques-uns. Ensuite, il y a les early adopters, les adopteurs qui viennent derrière. Ah ouais, c'est pas mal, je vais essayer. Ouais, d'accord, tu me montres un truc, je vais le faire, etc., etc. Les gens qui attendent un petit peu que les technos marchent bien, je ne vais pas prendre l'iPhone 1, je vais attendre de 3 ou 4 avant de me lancer, donc des gens qui attendent un petit peu. Et là on atteint avec ce type de population une majorité dans une population, dans une entreprise, dans une institution. Derrière, il y a ceux qui y vont, bon, il faut y aller, on y va, ils ne sont pas très motivés.
Et puis les retardataires, ça marchait bien mon truc avant, je vois pas pourquoi je vais m'embêter. Et puis tout au bout, ceux qui n'ont pas envie de bouger. Donc ce processus-là, on l'a partout. Et si on prend cette gaussienne et on fait la métaphore du crayon par rapport à une population d'enseignants, on retrouve les leaders, c'est ceux qui sont à la pointe du crayon, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire des choses. Les affûtés, c'est ceux qui suivent juste derrière. Les consommateurs qui attendent un peu que ce soit digéré, que ce soit un peu plus simple pour rentrer dans la boucle. Les traditionnels qui n'ont pas envie de changer. Et puis un peu, pour être un peu provoque, mais il y en a plein dans le monde de l'éducation, les effaceurs qui disent « Non, ça n'existe pas, c'était mieux avant, patati patata ». Tout un discours, ce que Marcel appelle les grognons. T'as dû vous en parler hier peut-être d'ailleurs. Voilà, alors si... il y a plusieurs types de métaphores, hein. Je peux la reprendre avec un petit crayon papier mais MFR, avec des dénominations un peu différentes, mais on retrouve ça. Et souvent, on a un problème dans les institutions entre ceux qui sont enthousiastes, qui font plein de choses, et puis la majorité qui attendent, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas trop tôt, ou je suis pas trop près de la retraite, j'ai pas envie de changer, ou ça se passe bien dans ma classe, pourquoi je ferai des changements, ou voilà. Et cette population-là, qui a envie de changer, on a un gouffre entre ces deux populations, et c'est pas toujours facile de faire du bien. C'est pas toujours évident que les gens qui ont envie de changer puissent faire bouger, déplacer, avancer, remuer, motiver la majorité des gens dans une institution. Alors, quand je dis institution, ça peut être institution éducation nationale, ça peut être institution lycée, ça peut être institution association MFR, ça peut être dans une institution. Vous avez en tête les fous furieux qui sont partout, qui grimpent partout, les gens qui attendent que ça bouge, qui réfléchissent pendant presque des fois toute leur vie avant de bouger un petit peu. Donc il y a toute cette catégorie-là, mais ce qui est important aussi, qu'on remarque dans la sociologie de ces populations-là, c'est ce gouffre. Comment je peux faire passer les gens vers ce processus d'innovation, vers des nouveaux usages, vers des nouveaux outils. C'est pas toujours facile, hein. Il y en a plein qui se sont plongés dedans, et c'est pas toujours non plus évident de cette coupure-là entre ceux qui ont envie de bouger et ceux qui attendent un petit peu. Dans une institution, il ne faut pas que ces deux populations ne se parlent pas. Il ne faut pas, alors souvent c'est le cas, hein, mais dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait de coupure entre ces deux populations. Il faut qu'il y ait un lien. Vous voyez le petit gars là qui tient au milieu du gouffre, qui essaye de faire passer les gens de l'un à l'autre. Ça, c'est hyper important. Avec Marcel, on a toujours cette notion de gens qui ont envie de faire des choses, mais il faut que ces gens, il faut qu'il y ait un lien avec la majorité des usages, parce que ça ne sert à rien s'ils partent tout seuls, s'ils font des trucs dans leur coin, il y a un moment, ils vont pas être bons, pas être performants, ils vont s'essouffler, ils vont se fatiguer, ils vont s'user, et donc il n'y aura plus personne. Alors je ne vais pas parler des premiers de cordée, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça va... C'est pas la même image, mais ces gens qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire quelque chose, c'est important d'en avoir dans les institutions. Alors des fois ils partent dans les mauvaises directions, il faut les... Non, ça c'est pas bon, mais c'est un peu aussi leur travail de pister par rapport à la culture de la maison, par rapport aux outils que vous avez, par rapport aux étudiants que vous avez, en disant moi je vais chercher à droite à gauche. Et c'est ça qui va faire bouger toute l'institution. Et donc il faut qu'ils existent. Il ne faut pas que ça soit mis trop en avant. Regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'ils redescendent, il faut qu'ils se mettent au niveau des autres, il faut qu'ils arrivent à tirer les autres, il faut qu'ils donnent envie aux autres. Et il ne faut pas non plus se couper de ces premiers cordées. Merde, ça y est, c'est rentré. De ces gens qui sont innovants, parce que c'est eux qui vont faire bouger l'institution. Donc là, il y a un lien qui est difficile à faire pour une institution. Dans une institution, reconnaître les gens qui font avancer l'institution et qui arrivent à motiver les autres, à faire bouger l'ensemble de l'institution. Donc ce lien-là, il n'est pas évident. Et en même temps,
si on veut faire de l'innovation que avec ces gens-là, les gars, en disant, bon les gars, maintenant on a une idée, on va tous faire la même chose, ça va pas marcher non plus. Si vous rappelez le cycle de l'innovation, dans les populations, il y a des gens qui vont partir, puis des gens qui vont suivre, qui vont attendre que ça, des pragmatiques, que ça avance, que le processus marche, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent l'adapter à leurs besoins. Et donc, c'est un peu les discussions qu'on avait eues, je ne sais pas si tu te rappelles Marie, qui doit être dans la salle, la discussion initiale qu'on avait eue, au tout début des discussions, quand les gens des MFR sont venus me voir, par exemple, en me disant oui, on veut faire du e-learning. Je caricature un peu, hein, on veut faire du e-learning pour 200 000 utilisateurs. Je dis beau projet, mais si vous prenez une décision d'en haut en disant on fait du e-learning pour 200 000 utilisateurs, moi, je ne suis pas sûr que les 200 000, dès la première rentrée de septembre, je ne sais plus, en 2015, 2014, ça ne va pas marcher, parce que les gens, il y en a qui ne vont pas à la même vitesse, il y en a qui iront vite, il y en a qui vont traîner, il y en a qui n'auront pas envie, etc., etc., etc. Ça, à mon avis, il faut plus avoir une démarche ciblée, identifier les gens qui ont envie de faire des projets, qui ont des besoins, qui ont des nécessités, on va voir pourquoi. Hein. Il y a des fois des besoins d'évoluer, des nécessités d'évoluer, d'innover en pédagogie. Identifier ses besoins, valoriser ce qu'ils font, aider à mettre en place, et ensuite faites redescendre ces expériences et partager les uns avec les autres pour ensuite que les autres se disent ah bah ouais c'est pas mal, ah bah ouais finalement j'y m'y mette, etc., etc. Donc reprendre ce processus d'innovation, bien qualifier ces populations-là, hein, ne pas dire que voilà j'ai un bloc unique, je vais traiter tout le monde pareil. Là on va à la cata. Si vous mettez une plateforme dans une institution en disant voilà je vous ai mis Cloudline, tout le monde va l'utiliser de la même façon, ça ne marchera pas, c'est pas comme ça que ça se marche. Vous avez des gens qui ont des envies différentes, des besoins différents, des rapports à l'innovation, à la nouveauté différents, des rapports à la pédagogie qui sont différents. Et donc, il faut laisser vivre cet écosystème en disant, il y en a qui vont aller loin, il y en a qui vont aller moins loin, il y en a qui vont se planter, et puis il y en a qui vont venir par la suite. Donc, c'est une dynamique, tout ça, mais il ne faut pas se priver de ces gens-là, et il ne faut pas négliger cela. Donc là, il y a un équilibre à trouver d'un point de vue gouvernance du numérique, gouvernance de l'innovation, en disant je vais me fixer des étapes, on va commencer avec là, ensuite le petit bonhomme qui est là, il aura beaucoup de boulot à faire, etc., etc. Important, le petit bonhomme qui fait le passage là. Alors, ce qui est important aussi par rapport à la plateforme, quand on réfléchit quand on a conceptualisé un peu la plateforme, les outils, comment on vous les présente, comment ça arrive sur la plateforme, sur vos interfaces à vous, donc là je reviens à Cloudline, l'idée c'est que ces fameux innovants aient tout un ensemble d'outils, de dispositifs. Quand on fait un cahier des charges avec ces personnes-là, c'est presque des anarchistes en disant moi je veux faire ce que je veux quand je veux. D'un point de vue pédagogique, un moment je travaille en groupe, un moment je travaille en synchrone, un moment je travaille en asynchrone, un moment je travaille en binôme, un moment je suis en mode machin, un moment... Ça part dans tous les sens. Et après ils argumentent, hein. Après ils vont tester, peut-être ils vont réduire la voilure, faire autrement, mais on est vraiment sur une créativité, sur une invention, quand on discute avec ces personnalités-là. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, ils ont dit oh, moi je vais mettre 3 PDF dans l'année, c'est bien tout ce que je vais faire. Donc il faut que l'interface réponde dans la plateforme. Notre idée, on voulait que la plateforme réponde à ces deux besoins-là. C'est pas évident, hein. Vous voyez le grand écart qui est entre le gouffre. D'ailleurs, je comble le gouffre. Le grand écart qui est entre ces deux positions-là, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est un peu ça. Donc quand vous êtes créateur, vous arrivez sur un nouvel espace d'activité sur Cloudline, c'est vierge, vous avez une plage blanche et vous pouvez écrire ce que vous voulez, rajouter des choses. À l'opposé, si vous voulez juste un cadre, on peut le faire, hein, il y a des modèles dans la plateforme, l'administrateur il peut créer des modèles de cours, des modèles de classe, on peut reprendre l'offre de formation qui existe dans votre institution, la décliner dans Cloudline. Donc avec cet outil-là, l'idée, on peut gérer ces deux façons d'utiliser la plateforme, ces deux façons d'utiliser le numérique dans votre institution. Et ça a été aussi, c'est quelque chose sur lequel on a un peu gambergé entre Marcel, Laurent et moi, sur comment on rentre, comment ne pas perdre
les gens qui sont un peu innovants, qui veulent beaucoup de nouveautés, qui veulent faire beaucoup d'usages, et comment aussi rendre simplifié au maximum pour les gens en disant ah, moi je vais mettre 3 PDF. Mais en se disant en même temps, ah, finalement, je peux faire autre chose. Et que ça soit presque, pas évident, mais rentrer dans un processus pour, bah, j'ai mis mon PDF, ah bah finalement, je vois, c'est pas plus compliqué pour faire un questionnaire, un peu, pour faire d'autres activités en groupe ou des choses comme ça. Donc, c'est d'amener au fil de l'eau comme ça, que ce soit un processus simple, un processus doux sur la plateforme. Alors, je sais pas, j'ai dû entendre, connaître aussi la courbe du hype de Gartner en disant par rapport à les attentes qu'on a par rapport à une innovation. Donc là, les attentes, elles sont là. Donc là, il y a beaucoup d'attentes par rapport à une innovation. Et ça, c'est le temps qui se déroule. Souvent, on entend parler d'innovation, on dit ouais, ça va être génial, ça va changer la vie. Nombre de fois, il y a quelques années, les MOOC. Oh là là, les MOOC, vous allez voir, les universités vont fermer, on va tout changer, tout sera en MOOC. C'était à ce moment-là. Bon, il y a eu, là on est en ce moment-là, les MOOC c'est mort, ça sert à rien, il n'y en a plus. Bon. Donc on a des moments d'attente, et puis après ben, il faut se mettre dedans, puis on se rend compte que les attentes étaient trop grandes par rapport au service, au rendu qu'on peut faire. Etc. etc. Ben, par rapport à Cloudline, c'était un peu la même chose. Hein, quand on a sorti la première version de Cloudline Connect, ça allait tout faire. Ben non, ça va faire mieux ce que ça faisait avant, mais ça ne va pas tout faire non plus. Donc il y aura des petites choses à changer, à améliorer. Et puis si on se met par rapport à toutes les fonctionnalités qui existent, que vous utilisez, alors chaque utilisateur a sa propre courbe, hein, chaque représentation, chaque maîtrise des outils. Mettez des wikis de la plateforme, dépôt de fichiers, base de données, les widgets, les badges par rapport à ça, par rapport à l'état de l'outil aujourd'hui, par rapport à ce que vous en attendez. Vous voyez, alors des fois, vous êtes déçu parce que vous êtes là, ou vous êtes en attente ici, ça n'existe pas encore, ou vous n'avez pas encore utilisé. Et puis au final, c'est pas si mal que ça, on arrive à faire quand même pas mal de trucs. Mais il y a des phases d'euphorie, des phases de grande déception, ça c'est normal, c'est par rapport aux usages. Des fois on attend un peu trop par rapport à ce que l'outil peut faire, et puis des fois on est un peu trop déçu par rapport à ce que ça sait vraiment faire. Donc je vous laisse un peu là aussi gamberger où vous en êtes par rapport à la courbe du hype sur la plateforme. Alors, pourquoi on a ces premiers de cordée? Pourquoi on innove dans une institution? Pourquoi il y a des gens qui ont besoin de changer? Si je reviens au MFR, il y a eu un tweet il n'y a pas très longtemps de votre institution en disant, voilà, maintenant les MFR, on va aussi faire des formations supérieures. Donc là, on a une réponse à pourquoi on innove. On a une injonction de l'institution en disant, on a décidé, alors là, ils ont peut-être des processus en interne, de faire de la formation du supérieur. Réfléchissez dans vos institutions le nombre d'injonctions que vous avez eues. On va faciliter le travail pour les élèves. On va permettre l'accès asynchrone. On va être plus moderne que les collègues. Il y en a eu plein, des injonctions comme ça, d'institutions. Je vais faire un petit hommage à Michel Serres aussi, qui disait dans un bouquin qui s'appelle Le gaucher boiteux, qui est dédié justement à l'innovation. C'est un dans ses derniers livres qu'il a écrit il y a 2-3 ans, sur l'innovation, sur les processus d'innovation. C'est pourquoi on innove, par nécessité, voilà, la nécessité, et aussi par hasard. Il y a des innovations qui sont faites par hasard. Alors, vous verrez les petites histoires, il adore raconter des histoires, Michel Serres. Des histoires succulentes sur la tarte tatin, par exemple, sur le processus d'innovation de la tarte tatin, dans le gaucher boiteux, ou si vous cherchez sur YouTube, il y a des petites interviews où justement il parle du gaucher boiteux, de ce processus d'innovation-là. Mais l'idée, c'est par nécessité. On est obligé d'innover, on va regarder des facteurs. Petite poussette, elle aussi, c'est une innovation d'usage. Petite parenthèse sur les facteurs pourquoi on innove. Autre personne qui parle d'innovation, pourquoi on innove dans les classes?
Vous irez voir enfin si vous avez le temps, hein, hop, le tweet vient de partir, cette conférence de Pierre Dinambourg qu'il avait fait l'année dernière à Ludovia, Suisse, sur la samarchologie. La samarchologie, c'est quoi? Il dit, voilà, quand on rentre dans une classe, moi, Pierre, il dit, je parle en tant que Pierre Dinambourg, je me dédouble, il dit, quand je pose la question aux instituteurs, pourquoi vous avez fait ça? Ah bah ça marche avec mes élèves, alors je fais comme ça. Est-ce que tu peux expliquer? Ah bah ils comprennent mieux, je sens qu'ils voient mieux, je sens qu'ils comprennent mieux, je sens qu'ils apprennent mieux, je sens... Ça marche. Donc la samarchologie, donc il met ça en équation, donc vous irez voir cette conférence, mais l'idée c'est ça. J'innove dans ma classe parce que je me rends compte que mes élèves ont changé, parce que je me rends compte que la façon dont j'ai expliqué jusqu'à présent un concept, une notion, ils ne comprennent plus, ils adhèrent plus, ils ne le voient plus, ils n'ont pas les mêmes références, donc il faut que je change cette façon de présenter les choses. Ils sont moins motivés, donc il faut que je présente différemment, que j'utilise une autre forme. Ils ont du mal à se déplacer, c'est pas facile à se déplacer pour venir dans ma salle de classe. Ils ont du mal à avoir tous les mêmes documents, les mêmes références, des choses comme ça, les télécharger, etc. Donc j'ai besoin de changer un petit peu ma façon de faire. Et puis je me rends compte que ça marche. Ils apprennent mieux, ils sont plus contents d'être là, etc., etc. Alors il y a différents types de facteurs que j'ai repris en gros, les facteurs qui font qu'on innove. Sur les produits de substitution, il y a... Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle, tous ceux qui vous m'écoutez, vous avez des institutions qui viennent en compétition avec vos cours, compléter vos cours, des choses comme ça, mais par rapport à vos élèves, on va dire Wikipédia. Ah oui, mais est-ce que c'est rare le prof qui aujourd'hui n'a pas entendu? Ah oui, mais Wikipédia, il n'a pas dit ça. Ah oui, mais sur Google, je ne trouve pas ça. Donc, vous voyez, il y a d'autres acteurs qui interviennent maintenant dans votre salle de classe, dans les formations. On passe de l'analogique au numérique. Donc ça aussi, c'est un monde, on est dans un monde qui change. On a des nouveaux dispositifs, donc je disais, qui arrivent sur en compétition, en concurrence, en complément, ou qui arrivent sur Internet. Il y en a de plus en plus autour de la formation. Alors j'ai mis la Khan Academy, mais il y en a plein d'autres. Et on est une population, nos clients, les élèves, on parlait de petites poussettes juste avant avec Michel Serres, qui n'ont pas le même rapport aux outils, qui n'ont pas le même rapport au numérique, qui n'ont pas le même rapport au contenu et à l'information. Donc là aussi, il faut qu'on s'adapte, là aussi, il faut qu'on propose des choses un peu différentes, des formats un peu différents, un peu adaptés à toutes ces populations-là et à tous ces publics. Il y a une chose aussi, pour les enseignants, je reviens au temps là, quand je discute avec vous, avec certains des enseignants, c'est dans les facteurs, pourquoi tu veux changer ton cours? Moi j'ai souvent ce type de discussion. Pourquoi tu veux changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui t'a poussé à changer? En disant, ben voilà, ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans que je fais la même chose, j'ai envie de changer la forme de mon cours, j'ai envie de reprendre du plaisir à enseigner, je me lasse un petit peu de ce... Il y a aussi cette force-là, ce moteur-là intrinsèque aux enseignants, en disant, ben là, j'ai fait le tour d'une façon d'enseigner, j'aimerais en voir d'autres. Voilà. J'aimerais me challenger et me changer les uns par rapport aux autres. Autre facteur d'innovation, Roberto Govin, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait fait un Peshakusha il y a 3 ans à Ludovia, qui expliquait son modèle de gouvernance. C'est un directeur d'école au New Brunswick, une province du Canada. Son modèle de gouvernance autour du numérique pour gérer son école. Et pour lui, un facteur très important de motivation aussi pour changer la formation, c'est de donner du plaisir à apprendre pour ses élèves. Il dit la meilleure évaluation, c'est, il présentait cette courbe, l'évaluation du sourire, où on voit le plaisir qu'on voit dans sa classe en faisant une nouvelle façon de faire, une nouvelle modalité d'enseigner, que les apprenants ont du plaisir à apprendre. Et donc ça, c'est aussi un facteur, redonner du plaisir pour les élèves. C'est un peu redondant aussi avec le 13 juin, très récemment donc, jeudi 13 juin, un article de Philippe Mérieux sur le bonheur d'apprendre et le bonheur d'enseigner. Donc on retombe un petit peu, les enseignants qui ont envie de changer leur façon
d'enseigner, leur façon de faire, et les étudiants qui ont envie, ou les élèves, les apprenants, les stagiaires, qui ont envie aussi de trouver du plaisir à apprendre. Souvent, l'apprentissage est trop vu comme une contrainte, comme une obligation, comme quelque chose qui doit être difficile. C'est pas toujours évident sur les populations que vous avez au quotidien. Et donc, trouver des systèmes où ils retrouvent un plaisir pour apprendre, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et donc ça, il y a un vrai intérêt aussi à travailler autour de ça. Donc je vous inviterai, hop, je viens de faire le tweet, à retrouver le lien, l'article qui est paru donc, ce jeudi 13 juin dans le café pédagogique de ce mois. Autre chose aussi qu'il faut faire attention par rapport à l'innovation, donc là c'est Private Joke avec Marcel Lebrun, peut-être qu'il vous a déjà parlé de ça hier à l'AQ. Innover pour innover, il y a des fois ça ne sert à rien. Là on prend deux personnes qui font le même travail, une avec un outil analogique, une avec un outil électrique. Et on a les mêmes usages, donc au final on a le même rendu. Donc là on a innové, on n'a pas vraiment innové, on a un autre outil mais on fait la même chose. C'est même pas de l'innovation, c'est un peu de la régression. C'est pas parce qu'on utilise un nouvel outil qu'on va faire mieux. Parce que là la contrainte, elle est déplacer cet outil-là, c'est plus compliqué que de déplacer cet outil-là. Voilà, c'est ça la métaphore. Et donc on vient sur ce modèle de Thierry Karsenty. Hop, je viens de faire le tweet. Sur l'adoption des technologies, donc on reprend un peu la courbe des usages qu'on a vu précédemment, où on adopte les nouvelles technologies, mais dans certains cas, on fait un peu moins bien, comme la dame avec son aspirateur. On s'est un peu raté, on a innové pour innover, mais sans trop réfléchir où on allait, sans trop réfléchir à comment on allait faire. Souvent, on innove pour se faire plaisir. Ah ben tiens, je vais prendre un nouveau machin, ça va être mieux. Je vais mettre un TBI, ils vont mieux comprendre. Donc avec un TBI, on va mieux comprendre. Je vais mettre Caroline, ça va être tout de suite mieux pour tout le monde. Donc avec une plateforme, on va mieux être tout de suite mieux pour tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Il faut accompagner, il faut guider, travailler autour des usages qu'on va mettre en place et réfléchir un peu à tout ça. Dans certains cas, on peut substituer ce qu'on faisait avant, mais il faut un peu de temps avant que ce soit un vrai progrès, une réelle innovation. Ça, c'est le modèle de Thierry Karsenty de Montréal. Il y a d'autres modèles sur l'innovation. On va prendre quelques exemples. Si on prend un risque technologique, donc là, j'utilise de plus en plus d'outils, on va dire, des nouveaux outils que je ne maîtrise pas forcément. Risque client, c'est la façon dont vos élèves vont reprendre ce que vous leur proposez. On peut identifier 4 types d'innovation. Alors ça, c'est un cours en théorie sur l'innovation. L'innovation incrémentale, on fait un petit saut technologique et puis on reste dans la même gamme d'usage avec vos clients. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ça. Donc ça s'appelle une évolution incrémentale. On maîtrise toujours la techno ou votre cours, mais on va changer les façons d'appréhender les gens. Donc là, on est sur une innovation majeure parce que les gens n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser comme ça, mais technologiquement, vous maîtrisez la situation. Donc on est sur une innovation, ce qu'on dit majeure. Là, je reste dans la même gamme d'usage pour les clients, mais technologiquement, je change plein de choses. Donc là, je fais une innovation stratégique. Et une innovation radicale, c'est quand je prends des outils que je ne connaissais pas, qui n'existaient pas, pour faire des choses qui ne sont pas attendues par mes élèves. L'innovation radicale. Donc il y aura toute une gamme d'innovations par rapport à ça. Donc ça, c'est les panels d'innovation en général. Et puis on va voir comment on peut adapter ça par rapport à la pédagogie. Donc on a parlé d'innovation incrémentale. Un petit exemple d'innovation incrémentale, l'effet carrosse. J'ai parlé tout à l'heure de TBI. Alors, d'abord, on va rester sur l'effet carrosse. C'est quoi l'effet carrosse? Les premiers véhicules automobiles qui existaient ressemblaient méchamment à des carrosses. Parce qu'on avait 4 roues, 4 machins, on changeait le cheval par un moteur et on avait une voiture. Alors souvent les gens disaient mais ça sert à quoi de mettre un moteur à la place des chevaux? Déjà ça sentait pas le cheval, le crottin de cheval. Donc, il y avait une amélioration olfactive qui n'était pas négligeable
pensait pas trop au CO2, aux microparticules quand on a mis ça en place, mais dans les écrits au début du siècle, il paraît que ça c'était une puanteur dans nos villes hein, avec les chevaux. Donc le fait d'enlever le crottin de cheval, c'était une innovation. Mais techniquement, on avait juste un peu, pas radicalement changé des choses au démarrage des voitures. C'est après que ça a un peu changé. Autre type d'innovation incrémentale, la roue. Alors là, il y a une innovation radicale. L'invention de la roue, ça a été une innovation radicale. Ensuite, on est là sur des innovations incrémentales. On ne change pas la forme, on ne change pas trop les rayons, on change un peu les technos et choses comme ça, mais entre cette roue-là et cette roue-là, au final, ça n'a plus rien à voir. On va beaucoup plus vite avec celle-là qu'avec celle-là. Bah, pareil, si on réfléchit par rapport à la pédagogie, la grande innovation, c'était l'écriture. L'imprimerie, l'écriture. Ensuite, on a inventé la numérisation, la façon de diffuser ces objets-là, et maintenant, on peut les mettre sur la plateforme. Vous voyez où j'ai mis Caroline ? Donc, entre là et là, il y a aussi pas mal d'évolutions, même si à chaque fois, ça c'était des petits gains. Donc, on est sur ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Avec toujours mes grognons qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de changer. Vous voyez, ça a toujours existé, ces populations-là, j'ai rien inventé. Et on a aussi des choses qui arrivent, comme par exemple la disruption. C'était pas attendu, c'est quelque chose qui n'était pas vu, qui n'était pas prévu. Les smartphones, par exemple, hein, il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, un smartphone, personne n'en parlait, et c'est arrivé, ça a tout changé. On est sur des processus-là. Les MOOC, hein, dans le monde de l'éducation, les MOOC par exemple, les plateformes aussi, l'arrivée des plateformes, ça a été quelque chose qui a été un peu disruptif. Je vais revenir sur mon effet carrosse par rapport à la pédagogie. J'ai oublié l'exemple. Par rapport à la pédagogie, un autre cas d'usage, le TBI. On va mettre un tableau blanc interactif. Le nombre de fois que j'ai entendu, oh là, on va mettre ça dans les classes. C'est souvent les gens qui décident d'investir dans les écoles, dans les mairies, dans les institutions qui achètent pour les écoles, pour les groupements de collèges. Oh, on va leur mettre des TBI, vous allez voir, ça va être vachement mieux. Mais d'où que ça va être vachement mieux ? Tu mets un tableau blanc à la place d'un tableau noir, si tu ne changes pas ta pédagogie, tu es dans une évolution juste incrémentale, tu changes d'outil, mais tu ne changes pas les méthodes, tu ne changes pas. Au contraire, on s'est rendu compte que c'était contre-productif, parce que si on a sur un TBI, on peut mettre beaucoup plus d'images, beaucoup plus rapidement que sur un tableau noir où on dessinait, on écrivait. Donc là aussi, accompagnement et suivi, l'innovation n'était pas là. Bon, je passe sur les effets de mode. Parce que j'ai beaucoup trop parlé. Il faut que je me dépêche, parce que Laurent, il ne va pas être content, il m'a dit 50 minutes. Par rapport à ça, par rapport au modèle d'innovation, on a un modèle aussi qui a été proposé il y a assez récemment pour la pédagogie. Le modèle SAMR, où dans un premier temps, on a un niveau d'utilisation du numérique dans la pédagogie, où on substitue les outils par rapport à ce qu'on faisait, avant que le numérique soit une augmentation, arrive à faire des changements fonctionnels assez importants, jusqu'à une modification de la pédagogie, jusqu'à une redéfinition intégrale de votre dispositif. Donc c'est le modèle d'évolution SAMR, et si on le relie un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, là il est vu comme un processus, ça peut être vu comme un processus linéaire, mais il peut être aussi... ce processus-là de substitution, on est dans l'innovation incrémentale, l'augmentation dans l'innovation stratégique, l'innovation majeure. Ben là, on modifie les usages, donc les utilisateurs, et on redéfinit tout, on est dans une innovation radicale. Alors là, ça dépend. Les chemins peuvent être variés, ça peut être quelque chose de linéaire, vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous avez une super idée ou pas. Là aussi, chaque institution, chaque... enseignant a un rapport par rapport à l'innovation. On parle aussi souvent du rapport à l'innovation, donc on va parler des individus, mais aussi des institutions. C'est compliqué pour une institution d'innover. Souvent, les grosses institutions comme l'éducation nationale, ça a un peu changé ces derniers temps, mais pendant longtemps, tout le monde est traité de la même façon, tout le monde doit évoluer de la même façon, donc c'était un peu compliqué par rapport à ça. Mais ce n'est pas que l'institution d'éducation nationale. Pour les entreprises, ce n'est pas évident non plus d'évoluer. Un monsieur comme Nokia, par exemple, qui était leader sur la téléphonie, du jour au lendemain, ben, il n'est plus leader de la téléphonie.
un monsieur comme Kodak, qui était la multinationale qui faisait des pellicules photos, qui faisait énormément de photos. C'est quelque chose qui était leader sur son marché, et du jour au lendemain, quasiment, en quelques années, avec la photo numérique, mais ils ne sont plus leaders. Quasiment, ils ont même fait faillite. Même s'ils existent encore un petit peu, ça n'a plus rien à voir à ce qu'il y avait avant. Donc le risque, c'est un peu ça, c'est que du jour au lendemain, on se rend compte que on est arrivé à la fin du cycle, dans le déclin, dont je parlais dans le cycle d'innovation dont je parlais précédemment, il y a des choses qui évoluent assez rapidement. Donc on a eu cette discussion avec Marcel, hop, je viens de faire un tweet, mettre le lien sur cette discussion, si vous voulez la reprendre par la suite. Les institutions ont du mal à innover. C'est compliqué, si je reviens sur mes deux populations, à gérer mes deux populations, des gens qui partent dans tous les sens et ceux qui ont envie de rien faire, ou moins bouger, qui sont installés. C'est compliqué de gérer ces populations, c'est compliqué d'avoir des politiques d'innovation pour ces gens-là, c'est pas évident. C'est pas simple, ces processus sont pas simples, il y a des contraintes, les contraintes extérieures on ne maîtrise pas toujours, on ne les voit pas, on est dans son quotidien, on est dans son train-train, donc c'est pas évident d'innover, de changer de posture, de sortir de la boîte, de voir un peu différemment les choses. Donc pour les institutions, c'est pas simple. C'est renforcé par le fait que quand on fait des formations, on est sur des cycles beaucoup plus longs. Ça veut dire quoi? C'est quand vous innovez sur une formation, ben là on est en juin, si vous avez une idée, vous la mettez en place pour la formation l'année prochaine. Vous la mettez en place septembre-octobre, ça marche pas, vous la modifiez, il faudra attendre l'année prochaine. Donc les cycles sont beaucoup plus longs. Hein. Pas comme vous avez un produit, vous changez, vous mettez là, hop, je remets, je le revends, tatati, ça peut être un cycle beaucoup plus rapide. Là, on est sur des cycles d'essais-erreurs qui peuvent être semestriels, trimestriels, annuels. Donc c'est quelque chose, c'est pas de la matière industrielle, c'est des classes, c'est de l'humain derrière. Donc ça ne se gère pas de la même façon, on ne peut pas faire des innovations radicales tout de suite. Vous l'avez bien compris. J'ai eu cette discussion avec un certain ministre de l'Éducation aussi, le rapport de l'institution Éducation nationale cette fois-ci, avec l'innovation. Dans l'éducation nationale, il commence à y avoir des lieux d'échange, des lieux de discussion, où les gens qui sont en haut, qui décident, essayent de tenir compte, pas toujours, hein, de ce qui se passe à la base, d'observer un petit peu ce qui se passe à la base. Ils ont mis en place un truc qui est assez sympa, c'est le Labo 100. Hein. Il y a des lieux qui ne dépendent pas de l'éducation nationale, mais où on se retrouve, comme Ludovia, des choses comme ça. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a des hashtags où il se passe des choses. À l'AQ, par exemple, là où vous êtes entre vous, il peut se passer des choses entre les institutions, au sein de l'institution. C'est ces moments-là qui sont un peu privilégiés, où il y a des moments où, ping, l'innovation peut apparaître, peut se partager, peut percoler, sauter le gouffre dans vos institutions. Alors, vous avez donc un nouvel espace d'innovation, un nouvel espace par rapport à Clearline. Des nouvelles interfaces. Alors ça c'est Laurent des fois qui s'énerve un petit peu, qui nous change tout. Mais l'idée c'est quand même d'être dans le dialogue, dans les échanges, en disant attends, on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela. Et l'idée de Clearline c'est aussi ça, c'est une communauté où on peut avoir des échanges, comme aujourd'hui, hein, pendant ces journées, c'est super important de discuter avec les développeurs, qu'on puisse échanger les uns avec les autres pour améliorer l'innovation incrémentale de notre outil, sur les interfaces, sur les technologies utilisées, sur les usages qu'on en a. Vous pouvez échanger avec les usages, faire des retours d'expérience. J'aimerais que ceci, j'ai fait cela, a bien marché. Et ça, c'est hyper important qu'on ait cette discussion-là pendant ces journées-là. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, c'est filmer, c'est remonter, c'est tweeter. Ça part pas, ça ne va pas s'évaporer. C'est quelque chose qu'on va réabsorber, réutiliser pour nous, pour en faire quelque chose qui un jour se traduira dans la plateforme. Alors soit sous des innovations radicales, soit des innovations incrémentales, mais c'est quelque chose que
On a besoin des usages de la base, on a besoin des usages des gens qui sont un peu avancés, qui font plein de trucs pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer dans les interfaces, dans les technologies qu'on utilise, dans les services qu'on met à disposition, dans l'ergonomie générale de ce bazar, dans la fiabilité des qui se cachent dans les détails. Donc ce retour, ces échanges, alors dans l'institution Clearline, c'est des moments qui sont riches, c'est des moments qui sont importants et c'est des moments qu'il faut avoir. Il faut être donc à l'écoute les uns les autres. Et il faut savoir se dire les choses, ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on attend, qu'il faudrait améliorer, ce qu'on voit à court terme et ce qu'on aimerait à long terme. Et avoir ces échanges-là dans la sérénité et dans la construction et d'être un peu les gars, hein, l'AQ 2019, vous êtes les gars au milieu du gouffre, là, en dessous c'est le vide, et de faire passer les uns par rapport aux autres, aller un peu tirer tous les usages autour de Clearline vers le haut. Ben voilà, donc je vous propose d'arrêter là sur ma présentation. Je vous ai mis donc tout un tas de tweets sur Twitter, et je regardais un peu les hashtags, et puis on se retrouve par Skype. À tout de suite.